Mercredi 10 janvier 2024, Michael Chandler livre sa version sur le combat avec Conor McGregor. Chimaev insiste, son prochain combat sera bien pour la ceinture. Michael Venom Page ne dirait pas non à un combat exclusivement de striking face à Kevin Holland en mars prochain à l'UFC Miami. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Michael Chandler a confirmé la date du 29 pour son combat contre Conor, même s'il a pour habitude de dire que tout peut arriver jusqu'au dernier moment, les blessures bien sûr, les maladies, etc. Concernant le poids, il est resté assez évasif, même si pour lui ça ne fait aucune importance, soulignant que l'Irlandais veut toujours être plus gros, plus grand, etc. Ce qui justifie le fait de vouloir combattre en 185. Il n'a pas eu de camp d'entraînement l'année passée et devra donc adapter le prochain. Il va se rendre une semaine par mois auprès de sa team et à 12 semaines du combat, il démarrera son camp d'entraînement. Je rappelle qu'il ne vit pas au même endroit que là où se déroulent ses camps, ce qui explique la méthode d'aller une fois par mois, passer une semaine avec son équipe, etc. pour se remettre dans le bain. Concernant le trash talk, il est bien conscient que tout le monde va lui rabâcher, qu'il fait ce que Conor veut et qu'il n'a pas son mot à dire dans cette histoire. On fait bien sûr allusion à ce que Conor lui avait dit à l'Ultimate Fighter, hein, tu feras ce qu'on te dit de faire. Bon bah écoutez, malheureusement, c'est ce qui lui arrive. Après, je dis malheureusement, mais il y a quand même un sacré paquet d'argent à la clé. Il savait qu'il signait pour affronter un mec qui sort d'une grosse blessure et que forcément, le combat n'aurait pas lieu tout de suite, excusez-moi, mais il compte quand même bien lui faire payer dans la cage les 1 an d'attente. Alors là-dessus, je suis assez d'accord avec lui. Conor McGregor, bien sûr, était blessé. C'est vrai que Michael Chandler le savait que le combat allait pas avoir lieu 2 semaines après la fin du tournage de l'Ultimate Fighter. Maintenant, est-ce que Conor McGregor a un peu fait traîner les choses? En réalité, on sait pas comment se remet McGregor. McGregor peut dire oui, je suis très bien remis, je le fais juste attendre un petit peu pour le combat, alors qu'en réalité, il est pas bien remis et qu'il joue la montre pour être le mieux possible le soir du combat. C'est quelque chose que j'avais pas pris en compte, mais c'est assez intelligent de la part de Michael Chandler. Et selon lui, ça dessert McGregor d'être une grande gueule parce que tout le monde ne cesse de lui répéter qu'il n'a pas affronté le meilleur Aldo ou le meilleur Alvarez et que c'est des mecs qui sont arrivés diminués mentalement et qui s'est facilité le travail. Pourtant, Michael Chandler reconnaît que Conor McGregor était excellent à l'époque. Il concède aussi que son niveau aujourd'hui a baissé et qu'après ce qu'il va lui faire dans la cage le 29 juin 2024, les fans vont se désintéresser de lui. Alors ça, c'est pas faux non plus. Je pense que McGregor, s'il reprend une grosse défaite, la hype va vraiment baisser. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de fans qui lui ont tourné le dos, mais il y a encore quelque chose à faire. Il y a toujours ce personnage qui intrigue. Maintenant, s'il se reprend un KO contre Michael Chandler, je pense qu'en réalité, c'est bien vrai, Michael Chandler pourrait mettre fin à la carrière de Conor McGregor. Et il insiste à la fin, il dit « Moi, je suis tous les jours à la salle, c'est mon job, je suis très sérieux. » Oui, parce que même s'il vit pas en Floride, là où il fait ses camps d'entraînement, il y a forcément des salles autour de chez lui et il s'entraîne tous les jours. Il poste des vidéos très régulièrement, en parallèle ou à l'opposé, j'ai envie de dire, de Conor McGregor. On ne sait pas vraiment s'il passe plus de temps à s'entraîner ou à faire autre chose. Ce combat n'a pas manqué de faire réagir la communauté MMA avec notamment Kenny Florian et John McCarthy. Je rappelle qu'ils ont un podcast tous les deux. Ils se sont posés de nombreuses questions, notamment pourquoi le combat en 185 et pas plutôt un catchweight, puisque dans tous les cas, même si le combat avait lieu en léger et que Chandler l'emporte, il gagnerait pas de place au ranking en battant Conor McGregor. Alors ils estiment aussi qu'ils n'ont rien à voir avec les vrais 185, forcément si tu les mets à côté d'un Paulo Costa, d'un Israel Adesanya, d'un Sean Strickland, forcément le gabarit n'a rien à voir. Il souligne aussi le fait que prendre du poids avec un camp d'entraînement n'est pas si facile. Georges Saint-Pierre avait fait tout ce qu'il fallait lorsqu'il devait affronter Michael Bisping. Il avait pris le temps de le faire, il l'avait fait intelligemment, on connaît Georges Saint-Pierre. Et pourtant, quand il s'est pesé, il était à 187 pounds avec son jean. Donc c'est pour dire à quel point il a eu du mal à prendre du poids. McCarthy se demande même pourquoi les mecs doivent toujours combattre dans des catégories. S'il y a un combat intéressant à faire, l'UFC devrait selon lui l'organiser, même si ça demande un catchweight. Un peu, il dit, c'est ce qui s'est passé au Bellator. Parfois, il y avait des combats en catchweight parce qu'on trouvait qu'un mec des poids légers matchait bien avec un mec des poids welter, donc on les faisait s'affronter. Alors, ce à quoi Kenny Florian lui répond que sinon, les combattants ne sont pas légitimes à monter dans le ranking et les catégories n'avancent pas. Je suis d'accord avec lui. Je dis souvent quand un champion monte chercher la ceinture du dessus, il bloque la catégorie. Mais c'est pareil chez les contenders. Si tu as un contender numéro 1 ou numéro 2 qui va faire un catchweight, est-ce qu'il est légitime ensuite à demander la ceinture puisqu'il n'a pas combattu dans la bonne catégorie de poids? C'est quelque chose qui a souligné que je trouve assez intéressant.
Florian explique qu'avec une plaque dans la jambe, on est beaucoup plus fragile, la sensation de frappe est extrêmement différente. Si tu te fais bloquer un low kick, ça peut recasser, et si on te tape dans la plaque, c'est ultra douloureux. Donc quand Conor McGregor nous dit que maintenant c'est un homme robot, qu'il a une plaque en métal dans la jambe et que forcément ça va faire la différence, on peut quand même se poser des questions. McCarthy ajoute que les low kicks auraient été une très bonne arme pour Conor McGregor, il aurait pu jouer de sa distance, mais que du coup ça a l'air un peu compromis. Concernant Chandler, les deux sont d'accord pour dire qu'il a du mal avec les gauchers et qu'il pourrait essayer de lutter, mais que si Conor défend comme contre Khabib, ce qui n'est pas sûr, mais même s'il défend 10% de ce qu'il a défendu contre Khabib, c'est ce qu'il dit dans le podcast, ça va être dur pour Chandler de l'amener au sol et surtout de l'y maintenir. Ajoutez à ça le fait que si Chandler échoue ses 2 ou 3 premières tentatives d'amener au sol, il peut disjoncter mentalement, sortir du game plan, ce qui avantagerait l'Irlandais. Chandler a toujours l'air rincé après un round, mais il peut toujours prendre 2 ou 3 respirations et exploser sur un enchaînement. Je suis assez d'accord avec eux. Michael Chandler, ça va beaucoup se jouer dans la tête, hein. On en a déjà parlé dans les commentaires avec certains d'entre vous. Je pense que Chandler, il est sur les rails, il est prêt à combattre. Chandler, il s'entraîne, il a voulu ce combat, il l'a attendu, il a faim. Conor McGregor, on ne sait jamais dans quel état d'esprit et dans quel état physique il va se présenter. Les deux à leur prime, j'aurais donné Conor McGregor sans aucun souci, sa gestion de la distance, sa précision, son timing, etc. Là aujourd'hui ça va vraiment être différent. Et puis si le combat a vraiment lieu en poids moyen, comment les deux vont réagir, comment leurs corps vont réagir, ça on ne sait pas vraiment. On passe à Alexander Rakic que nous n'avons pas vu depuis sa blessure face à Jan Blachowicz. Il devait revenir ce mois-ci pour la revanche, mais après seulement 3 jours de camp d'entraînement, il apprend que c'est Blachowicz qui est maintenant blessé et est forfait pour leur combat. Il va finalement affronter Prochaska. Il avoue qu'il avait une préférence pour Blachowicz, histoire de clore leur histoire, tout en expliquant qu'il ne voyait pas ça comme une revanche, parce qu'il a perdu sur blessure lors du premier combat et pas parce qu'il était inférieur en termes de niveau. Mais il pense qu'un combat contre Prochaska est beaucoup mieux pour le spectacle et beaucoup plus intéressant pour les fans. Comme dit Conor, le style fait les combats. Je suis d'accord avec lui. Contre Blachowicz, peut-être que le combat aurait pu être un peu sur un faux rythme, alors que contre Prochaska, ça risque de partir dans tous les sens. Ça va être très intéressant pour nous. Pour la petite histoire, le combat va finalement avoir lieu à l'UFC 300, c'est une question de timing. Prochaska pouvait pas être prêt pour le mois de janvier, donc ils avaient proposé le mois de mars. C'est Rakic qui avait, quelque chose de prévu au mois de mars et ça ne l'arrangeait pas vraiment. Du coup, l'UFC a dit, bah, écoutez, on fait ça sur la carte de l'UFC 300, peut-être avec la présence du champion de la catégorie, Pereira, puisqu'il va combattre, on le sait, hein, là il a combattu au mois de novembre. Donc il est devenu champion. On a Walker et Ankalaev qui vont combattre ce week-end. Si le combat se termine rapidement ce week-end sur un super KO, je pense que le vainqueur du combat Walker-Ankalaev pourrait très bien revenir pour l'UFC 300 et pourquoi pas avoir un main event Pereira peut-être contre Walker ou Ankalaev. Alors j'avoue que ça me ferait plus rêver contre Walker, même si je pense que Ankalaev a plus de chances de remporter ce combat. Concernant sa blessure, il en tire du positif puisque selon lui, ça lui a appris à être patient. Il a eu l'occasion de regarder énormément de combats et a très hâte de revenir dans l'octogone. Il est aussi très conscient que la catégorie était folle pendant son absence. On pense notamment à Prochaska et Hill qui ont dû abandonner la ceinture sur blessure, mais aussi au combat de Blachowicz et Ankalaev qui devait donner le prochain contender et finalement Dana White qui a changé d'avis. Pour terminer avec son affrontement contre Prochaska, Rakic vit en Autriche et Jari Prochaska en République tchèque. Donc il explique que dans cette partie du monde, ça va être vraiment un événement. Et concernant le combat en lui-même, il explique que dans tous ces combats, Jari Prochaska s'est fait toucher et qu'il a quelques questions concernant son menton, qui va donc aller tester ça. Écoutez, ça va être un très beau combat sur la carte de l'UFC 300. Prochaska, comment il va revenir de son KO? Rakic, comment va-t-il revenir de sa blessure? Il explique, hein, déjà avant l'UFC, il s'était fait opérer 2 fois des ligaments croisés. Donc c'est marrant parce que Prochaska, quand il est revenu contre Pereira, il revenait de blessure. Aujourd'hui, c'est lui, entre guillemets, qui donne sa chance à un mec qui revient de blessure. Très très intéressant à suivre. Ça fait un moment qu'on parle de MMA, je vous propose une petite respiration et de passer à la minute boxe. Minute box ultra courte, mais je voulais souligner quand même, le prodige Naoya Inoue revient apparemment au mois de mai à Tokyo contre Luis Neri. Alors je sais pas si c'est officiel, j'ai vu passer la chose, c'est ESPN qui diffuse, donc en général ESPN c'est du sérieux. Très content de le revoir, il avait dit qu'il voulait être actif, le mois de mai ça va venir assez vite, donc je suis très très content de le revoir déjà, j'allais dire dans l'octogone, mais non, dans le ring. Retour au MMA maintenant et Dana White devrait nous annoncer dès demain de nouveaux combats pour l'UFC 300. Je manquerai pas de vous tenir informé. Thomas Pinal qui clarifie les choses en expliquant à Jones qu'il n'a rien contre son palmarès qui est largement supérieur au sien, lui rappelant qu'il est connu pour être le meilleur et que c'est pour cette raison qu'ils veulent l'affronter. John Jones, quant à lui, laisse planer le doute sur son avenir en déclarant qu'il ne veut pas faire comme certains combattants qui tardent à se retirer. Lui est très satisfait de ce qu'il a accompli, il n'a plus besoin d'argent, il veut le combat contre Miocic juste pour l'ajouter à sa liste.
et qu'à part ça, il n'a pas besoin de rien d'autre. Rien d'autre ne l'excite actuellement à l'UFC. On a Matt Brown qui a des doutes sur le retour de Conor McGregor à la compétition et ne voit pas l'intérêt. Il explique: Conor McGregor, il a l'argent, il ne va pas refaire un run à la ceinture, il ne va rien accomplir de plus grand que ce qu'il a déjà accompli, donc je comprends pas vraiment pourquoi il veut revenir, etc., etc. C'est pas faux, hein, Jim Miller il le dit, il dit: moi tant que je l'ai pas vu dans la cage, j'y crois pas. Et c'est la question que beaucoup de se posent. Pourquoi revenir quand t'as déjà tout, t'as l'argent? Il dit il a 500 millions sur son compte en banque, même si on lui donne 10 millions en plus, c'est comme si moi on me donnait 50 $. Je trouve ça assez drôle, mais c'est en même temps, c'est assez vrai. Après moi je pense que c'est un compétiteur dans l'âme, Conor McGregor. Il a peut-être aussi du mal à se voir vieillir, du mal à se dire qu'il y a des mecs qui sont maintenant meilleurs que lui, il a envie de prouver le contraire. On a Khamzat Chimaev qui explique: Sean Strickland devrait avoir peur, je viens pour lui, s'il bat Dricus du Plessis, c'est sûr qu'on va s'affronter à 100%, on m'a promis ce combat, maintenant on va attendre, on va voir qui gagne et on va aller prendre cette ceinture. Bonne nouvelle, hein, Chimaev toujours dans la discussion, alors pourquoi pas l'UFC 300, imaginez l'UFC 300, on ne sait pas trop ce qui va se passer, si on a un Sean Strickland Chimaev ou un Duplessis Chimaev, ça va être vendeur parce qu'il y aura Chimaev. Imaginons Johnny Walker qui met un KO de fou à Ankalaev ce week-end au premier round et on a un combat Pereira contre Walker, finalement l'UFC 300 pourrait prendre de bien belles couleurs. Ensuite on a Israel Adesanya qui est revenu sur son combat contre Sean Strickland. Il dit: je n'ai pas perdu l'espoir. Quand je suis retourné dans mon combat au round 3 ou 4, je sais plus ce que c'était, j'étais genre bon ok vas-y on va y aller ce round-là, faut y aller, faut faire quelque chose. Il dit même quand j'ai demandé à mon coach dans le 5e round, enfin à la fin du 4e, je lui ai dit est-ce que là je dois y aller? Il m'a dit non, tu dois rester tactique, tu dois suivre le plan. Alors que moi j'étais plutôt dans une idée d'y aller tuer ou être tué. Mais bon c'est comme ça que ça s'est passé. Bah ouais, écoutez, Adesanya, son dernier combat, forcément, ça a été décevant. Là, il commence à donner des explications. Est-ce qu'on aurait un retour d'Adesanya à l'UFC 300? Personne n'en a parlé, mais là, s'il commence déjà à évoquer son ancien combat, c'est peut-être qu'il a fait le deuil, entre guillemets. Je comprends que ça a été dur pour lui. Tout le monde le voyait défoncer Sean Strickland, faut être honnête. Je mettais pas une pièce sur Sean Strickland. Finalement, c'était le contraire. Grosse domination de Strickland qui a réussi à dropper Adesanya, je le rappelle. Donc écoutez, Adesanya, retour à l'UFC 300, ça fait peut-être un peu tôt, il voulait prendre beaucoup de temps pour lui, je sais pas s'il s'entraîne, je sais pas du tout. Maintenant voilà, est-ce que son coach aurait dû lui dire dans le 5e round, vas-y, donne tout, tente le tout pour le tout, puisque de toute façon c'est perdu? Je sais pas du tout, peut-être que son coach voyait pas les choses comme ça, peut-être qu'il était sûr du game plan, peut-être qu'il voulait pas non plus qu'Adesanya fasse n'importe quoi et se prenne un vilain KO, parce que ça aurait été possible. C'est quelque chose de toujours intéressant à entendre. Michael Venom Page maintenant, il avoue que depuis qu'il a signé avec l'UFC, il sent une énergie différente autour de lui, peut-être un peu plus d'entrain de la part des gens qui l'entourent. Il est très satisfait d'être sur l'énorme carte de l'UFC Miami, carte sur laquelle, je le rappelle, Benoît Saint-Denis affrontera Dustin Poirier. Il mérite, selon lui, au vu de ses performances, d'être sur ce genre d'événement et même d'en être le main event et ne doute pas que ça viendra très prochainement. Le journaliste lui demande s'il pourrait y avoir un accord non écrit entre Hollande pour que le combat reste debout et il répond qu'il aimerait bien mais qu'il n'y croit pas. Hollande avait fait ça avec Thompson d'après ce qu'il a entendu et ça s'est très mal passé pour lui et il le dit hein, avec tout le respect que j'ai pour Thompson, je pense quand même être une version améliorée de lui, je suis plus rapide, je suis plus puissant. Il a répété ne pas être là pour longtemps mais être là pour affronter les meilleurs, pour faire de grosses performances. Il pense qu'avec 2 gros KO, il aura un combat pour le titre en espérant que Leon Edwards soit toujours champion. L'idéal serait de faire le combat en Angleterre dans un stade. Il dit ouais les gens se rendent pas compte mais en Angleterre le stade c'est quelque chose de très spécial, on pourrait remplir le stade facilement. Et on apprend quelque chose de très intéressant dans l'interview. Il dit qu'il a affronté son propre frère en kickboxing pour un titre mondial. Alors je savais que son frère était un champion de kickboxing, que lui l'a été, mais je savais pas que les deux s'étaient affrontés. J'ai été voir sur internet, j'ai eu du mal à trouver, très honnêtement, j'ai réécouté 3 fois le passage de l'interview pour être sûr qu'il dit bien ça et qu'il le dit pas en rigolant. Donc j'ai l'impression que c'est sérieux. Il dit ouais j'ai affronté mon propre frère, mon sang. Alors tu te doutes bien que Leon Edwards, même si on s'entend bien, même si on a déjà partagé des moments ensemble, j'aurais aucun problème à l'affronter. Donc très intéressant, moi personnellement j'aurais pas été affronter mon frère même pour une ceinture mondiale, lui il l'a fait, hâte de voir ce que ça va donner Michael Venom Page à l'UFC, il y a beaucoup d'attentes, la réponse à l'UFC Miami. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, je vous propose de passer à la Minute Auditeur. Minute auditeur que je commence avec Raza de Ghoul qui me dit Brundage, c'est lui qui a mis un slam KO en prélim de Tsarukyan Dariush. 2 KO sur slam dans 2 combats de suite ce soir-là, c'était fou. D'ailleurs, à cette occasion, Brundage a mis sa première défaite à l'américain Zach Reese.
Le mec était à 6-0, mais il n'est évidemment pas aussi coté que Bonical. Hâte de voir ce combat. Ouais, c'est vrai, je me souviens du slam, là, ça avait pas mal fait parler. Bah écoute, là, il vient de taper un mec qui était invaincu. Est-ce qu'il peut le refaire? Écoute, je lui souhaite. Ensuite, on a Random6007 qui me dit « Salut, j'ai très peur pour Ngannou, car imaginons qu'il gagne après Joshua, c'est ce qu'il y a le plus de chances d'arriver. Fury prenne sa retraite juste après Usyk pour sécuriser son palmarès. Quelle serait la solution pour Ngannou en termes de boxe anglaise? Peut-être le revoir en MMA car cela fait longtemps même s'il n'y a pas vraiment de concurrence au PFL. Alors ouais, niveau boxe anglaise, bah s'il bat Joshua, que Fury prend sa retraite, il est capable d'aller chercher un Usyk, très franchement. Je pense que mentalement, il est convaincu de pouvoir battre n'importe qui. Moi, il y a un combat aussi qui me ferait peut-être plaisir. Il y a un Chinois, j'ai perdu son nom, je crois que c'est Weili quelque chose, qui est champion, je sais plus W, je sais plus quoi. Un mec qui est cool à voir combattre, c'est pas de la boxe anglaise chiante, il frappe comme un camion. C'est un gars qui avait perdu contre Joshua aux Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises. Pourquoi pas? Après, je pense qu'il a pas un assez gros nom pour aller chercher Ngannou, mais on sait jamais. Si d'ici là, le Chinois, il recombat, qui met un KO de fou, qui fait le tour de la planète, pourquoi pas? Et puis en MMA, je me répète, je sais vraiment pas qui Ngannou pourrait prendre en MMA. Pendant un moment, j'avais des doutes, je me disais peut-être un combat un peu de superstar avec Rico Verhoeven, parce que Rico Verhoeven, on n'était pas sûr qu'il allait re-signer au Glory. Finalement, il a re-signé, donc j'ai très peu d'espoir. Ensuite, on a Fidal Gobaponga 3045 qui me dit salut, pour participer à la minute auditeur, ma question est la suivante. Avec la montée en puissance de Benoît Saint-Denis et les combats à venir de Manon Fiorot, Aspinal et Cyril Gane qui n'ont pas encore de combat, donc peut-être, 3 petits points, qui selon toi sera le premier Français à décrocher la ceinture incontestée? Penses-tu que cela pourrait se produire en 2024? Alors, bah écoute, là en 2024, on arrive dans l'heure de vérité parce que Manon Fiorot, elle est à un combat de la ceinture. Bah Benoît Saint-Denis, s'il bat Dustin Poirier, peut-être qu'à la fin de l'année, il peut avoir sa chance. Hein, un nouveau combat cet été, puis un combat c'est au mois de décembre. Cyril Gane, il a toujours été dans la conversation. Alors moi, ce que je te disais, je pense que le plus proche, ça reste Cyril Gane parce que c'est le bordel chez les poids lourds. On sait pas ce qui va se passer. Et Cyril Gane, beaucoup me disent ouais, sa lutte, elle est trop limitée, ceci, cela. Mais Cyril Gane, ça reste un poids lourd. Sur un coup, il peut te faire la différence. Franchement, je sais pas, c'est trop le bazar. Si je devais mettre une pièce, bizarrement, je la mettrais sur Cyril Gane. Alors je sais qu'on va me dire, mais non, mais Manon Fiorot, là, si elle gagne son prochain combat, elle va avoir la chance pour le titre. Benoît Saint-Denis, s'il bat Dustin Poirier, ouais, je sais. Maintenant, voilà, je pense que Cyril Gane a plus de chance. Parce qu'il a rien de prévu, Aspinal a rien de prévu, l'UFC peut décider quelque chose d'un peu fou. Alors ce sera peut-être pas la ceinture incontestée, ce sera peut-être une nouvelle ceinture intérim. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais je vois plutôt Cyril Gane, mais c'est vraiment le flou total. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le MMA français, on vit une sacrée époque. J'ai Samuel Francin qui me dit « Quel est ton pronostic pour le combat McGregor-Chandler ?» J'aurais tendance à dire Chandler, mais avec un Conor chargé à bloc à 84 kg, je me dis que ça va être dur pour Chandler. Bah du coup, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Les deux au prime, j'avais McGregor. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Michael Chandler a beaucoup plus faim que Conor McGregor. Maintenant, Chandler, je pense que mentalement, il peut disjoncter si McGregor commence à aller le titiller. Je sais pas dans quel état de forme va revenir McGregor. Chandler, déjà chez les poids légers, c'est vrai qu'il a le cardio qui a tendance à baisser. On peut me dire que McGregor aussi, mais McGregor quand même a fait 5 rounds contre Ned Diaz, hein, je le rappelle, c'est un poids welter. Donc avec du poids en plus, comment va réagir Chandler? Il sera pas affecté par le cutting, mais il sera peut-être affecté par le poids en plus. Très très compliqué. J'ai envie d'y aller avec Chandler parce que je trouve qu'il mérite, mais j'enterre pas McGregor, loin de là. Et enfin, les deux fins de la banane qui me dit « On comprend comment l'UFC veut faire monter Bonical à l'adversité inexistante qui lui est opposée. On lui donne encore une canette pour l'UFC 300, ça va tenir 1 minute 30 max. Comment pourrait-on être impressionné dans ce cas ?» Et bah, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ce que je te répondais dans le commentaire. Il est à 5-0 Bonical, il a que 2 vrais combats à l'UFC, je crois que les 2 autres combats c'était au Contender Series, donc en réalité c'est parce qu'on parle de lui, parce qu'on en fait tout un pataquès, mais la plupart des combattants, quand ils ont que 2 combats à l'UFC, ils combattent des mecs inconnus. Donc après je comprends forcément, tu me dis ouais le mec on nous le vend comme la future superstar, on lui met des gars en face, personne n'en a jamais entendu parler. Son prochain adversaire, je crois qu'il a 4 victoires, 4 défaites à l'UFC si je dis pas de bêtises, ou 5 victoires, 4 défaites. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut aussi lui laisser le temps. Comme il l'a dit, il n'est pas pressé, il a 27 ans, son heure viendra. Je lui souhaite le meilleur. Merci à tous de participer encore une fois, de commenter, de liker, ça fait vivre la chaîne, c'est super cool, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve demain à 17 h, passez une bonne soirée, salut!